Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Olivier Pardo, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît, j'avais eu le plaisir de vous interviewer voici 2 ou 3 ans dans les anciens locaux de Judaïque FM. Vous êtes avocat de star, puisque vous intervenez pour des personnalités aussi bien dans le monde artistique que dans le monde politique. Donc vous êtes habitué des prétoires et nous allons parler avec vous ce soir notamment du droit de la presse. Alors vous êtes avocat, je le disais à l'instant, de longue date, mais avant d'avoir porté la robe, vous en avez porté une autre, celle de magistrat. Vous êtes donc juriste, mais vous êtes également passé par une école célèbre Sciences Po, et puis vous avez été membre de cabinet ministériel. Le métier d'avocat, il vous plaît ? C'est une passion, c'est comme pour vous. On ne fait pas ce métier par hasard, on le fait véritablement par vocation. Si on ne le fait pas par vocation, vous le savez aussi bien que moi, Franck, ça ne fonctionne pas. Alors, Olivier, on va parler droit, mais bien évidemment, actualité oblige. Il est peut-être 3 points sur lesquels j'aimerais avoir à tout le moins votre avis, votre point de vue rapide. Tout d'abord, voici quelques jours, le voyage du président de la République, on l'appelle Macron, mais j'estime que c'est pas bien, qu'il faut situer les individus dans leur statut, dans leur fonction. Donc ce n'est pas Macron, c'est monsieur le président de la République qui est parti quelques jours dans le cadre d'un voyage express dans un pays qui nous est cher ici à la radio en Israël. Et d'ailleurs, vous avez été interrogé voici quelques heures hier par une télé internationale, par une télé russe, justement concernant ce voyage. Un petit mot, un éclairage peut-être ? Les discours d'Emmanuel Macron, président de la République, et le discours du président Poutine à Yad Vashem étaient des discours magnifiques. D'abord parce que c'était des discours pleins de chair, pleins de sensibilité. Et moi, en tant que fils de déporté, j'écoute avec attention. Et mon oreille, depuis des années, est habituée à ceux qui font le service minimum quand il s'agit de commémorer les camps de concentration et la Shoah. Et là, j'ai senti chez Emmanuel Macron une véritable empathie, une véritable connaissance. Il a raconté cette histoire que je me permets de vous raconter en quelques mots, que je trouve très belle et très explicite. C'est une grand-mère et une petite fille qui sont victimes d'une rafle. Elles échappent un peu à la rafle. Et la grand-mère dit à la petite fille qui a 7 ans, « Tu sais, ma chérie, on va peut-être mourir. » Et la petite fille regarde sa grand-mère et lui dit, « Oh, tu sais, après ce que je viens de voir, je me demande si la vie, c'est vraiment si bien. » Vous voyez ce degré-là. Et puis, comme toujours chez Emmanuel Macron, président de la République, il y a ce côté en même temps. Et quand on vient pour commémorer la libération des camps de concentration et du camp d'Auschwitz, à mon sens, on ne fait pas d'incident avec les services israéliens. Ce n'était pas au niveau. Je préfère retenir le discours à Yad Vashem. Bon, en tout cas, c'est clair et c'est très bien. D'ailleurs, je ne voulais pas épiloguer sur cette question parce que ce n'est pas l'objet de mon émission et ça me semblait pas fondamental. Mais en tout cas, votre point de vue, à la fois contradictoire sur les 2 facettes, était très éclairant. Une autre phase de l'actualité, un petit peu moins brûlante, mais tout aussi pesante dans la communauté juive et ailleurs d'ailleurs, puisqu'il y va de l'œuvre de justice, Sarah Halimi. Alors nous savons que le magistrat instructeur confirmé par un arrêt récent du mois de décembre, 9 décembre si ma mémoire est bonne, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a confirmé l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi. Votre point de vue en tant qu'avocat surtout, mais aussi en tant qu'homme, en tant que citoyen? Tout le monde a été extraordinairement sensible à ce qui s'est passé pour Sarah Halimi, au calvaire, au drame,
qu'elle a subi. En plus, ça, elle porte un nom qui est devenu une symbolique des martyrs récents du judaïsme français, puisque ça nous rappelle évidemment Ilan Halimi. La décision de la Chambre de l'instruction, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas sur un terrain. Vous êtes avocat et vous êtes avocat pénaliste, grand avocat pénaliste, vous savez de quoi on parle. Et nous autres avocats pénalistes, on a tendance à regarder toujours avec satisfaction lorsque la Chambre de l'instruction est plutôt du côté de la relaxe que de celui de la répression. Simplement, il ne faut pas être illogique. On ne peut pas dire deux choses en même temps. On ne peut pas reconnaître le caractère antisémite d'un acte et d'autre part dire qu'il y a une irresponsabilité pénale. Si il y a une motivation antisémite, ça veut bien dire qu'on a conscience d'une action. Et donc, on ne peut pas dire tout à coup, il a voulu faire un acte antisémite, mais il est fou. C'est pas concevable. Donc là, il y a quelque chose qui a profondément heurté la communauté juive et au-delà, parce que il y a quelques-uns de nos amis avocats et magistrats qui ne comprennent pas cette décision. J'imagine que la Cour de cassation va rectifier sur cette base-là et ensuite que nous aurons un procès où peut-être à la fin il y aura une responsabilité pénale, mais au moins la parole des victimes, cet antisémitisme si particulier, parce que l'antisémitisme français a cette caractéristique terrible, c'est que c'est un antisémitisme qui tue. Vous parliez de la Russie tout à l'heure. La Russie, on le sait, a une grande tradition antisémite. Mais vous relèverez que depuis la Seconde Guerre mondiale, en dépit des horreurs qui se sont passées, y compris dans la période soviétique, personne aujourd'hui en Russie ne meurt parce qu'il est juif. Malheureusement, il y a 3 pays où cela se produit. C'est la France, la Belgique et les États-Unis après les différents attentats. Tout le reste du monde n'a pas ce degré de violence antisémite qui est totalement insupportable et que l'on doit rectifier. Alors, on va passer du coq à l'âne, pour reprendre la formule d'usage. Les élections, quoique finalement l'antisémitisme va inévitablement s'inviter dans les programmes de campagne, puisque chacun le sait, dans quelques jours, dans une vingtaine de jours, 15 mars pour le premier tour, 22 mars pour le second tour, les Français, partout en France, dans les 35 000 communes, puisqu'il y en a un peu moins maintenant, on est passé de 36 000 à environ 35 000 communes, vont être amenés à se prononcer. Alors nous aurons l'occasion une prochaine fois d'expliquer le mode électoral qui est un petit peu complexe en matière d'élections municipales, mais à brûle pour point, votre sentiment à vous, très rapidement, à Paris, un petit sentiment, un point de vue personnel? Franck Serpati, vous le savez, je m'oblige à une sorte de neutralité parce que je suis l'avocat personnel de Rachida Dati, avec qui je travaille depuis de longues années. Candidate à l'élection à la mairie de Paris. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que connaissant très bien Rachida Dati, elle est l'inverse de la caricature que l'on veut faire d'elle. C'est une femme de cœur, c'est une femme de combat, et c'est une femme qui n'oublie jamais d'où elle vient et le parcours qu'elle a fait. C'est une combattante, et donc moi, je vous dis, je ne fais pas de politique. Je pourrais vous dire également du bien de Benjamin Griveaux, que je connais par ailleurs. Simplement, en termes d'humanité, c'est une femme formidable. Bon, écoutez, je ne savais pas particulièrement que vous étiez l'avocat. Je sais que vous intervenez pour de nombreuses personnalités. Enfin, effectivement, si vous êtes l'avocat d'une des candidates, c'est un petit peu difficile de vous interroger. Mais en tout cas, on fera une émission avec un autre juriste spécialiste de ces questions, puisque vous le rappelez avec beaucoup de tact et puis de déontologie, vous avez un conflit d'intérêts et donc c'est difficile de parler de cette campagne, mais on le fera en temps utile sur, bien évidemment, non pas l'aspect politique, mais les éléments juridiques. Alors, revenons
venons à une thématique que vous maîtrisez, le droit de la presse. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement versés, habitués des codes, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait définir simplement, quelques mots, le droit de la presse? Aujourd'hui, nous sommes dans une société de communication. Ce que l'on dit de vous, ce que l'on dit sur vous, a un impact extrêmement fort. Des réputations peuvent se construire, des réputations peuvent se détruire. Et cela passe généralement par des articles de journaux, historiquement, par des émissions de télévision, par des émissions de radio et par les réseaux sociaux. Le droit de la presse est un droit qui a été inventé à la fin du 19e siècle, en 1881. C'est une loi emblématique. Et c'était une loi de liberté. C'est-à-dire que c'était une loi qui mettait énormément de barrières à des actions contre la diffamation. Qu'est-ce que la diffamation? C'est lorsque on porte atteinte à votre honneur et à votre considération. Mais également l'injure. L'injure, c'est lorsqu'on vous insulte. Également la discrimination, raciale notamment, c'est lorsque on a pour une ensemble de population une attitude raciste, antisémite, homophobe. Eh bien, la loi est là pour sanctionner. Quand je dis que c'est une loi de liberté, c'est parce que il y a toute une série de contraintes qui rendent cette loi beaucoup plus difficile. Quel type de contraintes? Des contraintes procédurales, notamment, oui, en droit processuel, avec des règles de forme extrêmement rigides, extrêmement encadrées par la loi? Franck Serfati, vous le savez, on ne peut pas s'improviser dans cette matière-là. Il y a des prescriptions qui sont de 3 mois, là où elles sont de 6 ans pour le droit commun. Il y a des formes qui sont extrêmement précises. Il y a des possibilités de faire ce que l'on appelle une exception de vérité, c'est-à-dire de dire ce que je dis est vrai, avec des délais extrêmement courts qui sont de 10 jours. Bref, vous êtes dans une sorte de champ de mine juridique où, si vous ne connaissez pas très bien la matière, l'une ou l'autre de ces mines peut anéantir votre action. Donc c'est une loi qui est favorable à la liberté d'expression, qui est une loi qui est faite pour la liberté et pour les journalistes, et aujourd'hui qui est en train de muter. Qui est en train de muter pour être plutôt une loi de répression. Je vous en donne un exemple. Par exemple, l'apologie du terrorisme est une loi qui est sortie de ce champ procédural extrêmement protecteur, qui est aujourd'hui quelque chose que l'on peut faire en dehors du droit de la presse. Vous allez avoir une loi dite loi Avia sur les réseaux sociaux qui va obliger, au risque de très fortes amendes, les réseaux sociaux de retirer immédiatement sous 24 heures des propos qui peuvent être attentatoires à la personne, qui peuvent être porteurs d'antisémitisme, de racisme ou de messages de haine. Et cette haine, elle va être définie par d'abord la victime qui va la ressentir comme telle, et ensuite par les GAFA, puisque c'est eux qui vont devoir gérer cette loi. Bref, tout ceci plein de bonnes intentions, mais tout ceci est extraordinairement périlleux parce que on multiplie les procureurs, on multiplie les encadrements. Le CSA en est un autre exemple. Autorité administrative indépendante. Administratif, autorité d'un côté et indépendance de l'autre, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire une contradiction interne. Celui qui est indépendant, c'est la justice. C'est pas une autorité administrative. Donc, on est dans un droit qui se cherche et qui devient à la fois le meilleur des instruments,
mais aussi le pire des instruments. Alors, qui se cherche? Est-ce que les évolutions technologiques seraient à l'origine de ce que vous semblez appeler un dépoussiérage nécessaire de cette loi ancienne? Parce qu'effectivement, en 1881, ça remonte à plus de 150 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nonobstant quelques lois qui sont venues compléter ce texte fondateur, est-ce que vous pensez qu'il faut redépoussiérer, réinventer le droit de la presse à la lumière tout simplement de la nouvelle société et notamment, plus particulièrement, des nouvelles technologies? Sûrement, mais il faut peut-être faire un inventaire. Et peut-être ce qui a manqué, c'est un inventaire réel des instruments que nous avons au regard de la jurisprudence qui est évolutive. Je vais vous donner un seul exemple. Vous le savez, je suis l'avocat d'Éric Zemmour. On peut penser ce que l'on veut d'Éric Zemmour, être pour, être contre, peu importe. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Éric Zemmour n'est pas le pire des antisémites, le pire des racistes et le pire des xénophobes. Vous avez sur les réseaux sociaux des propos véritablement spécifiques de haine, d'antisémitisme, de violence inouïe. Qui tombe sous le coup de la loi et qui, selon vous, ne serait pas poursuivi comme on le fait à l'endroit d'Éric Zemmour? C'est exactement. Un peu votre message? C'est-à-dire que l'on est de temps en temps, comme vous savez, cet alcoolique qui cherche ses clés sous le lampadaire parce qu'il y a de la lumière, alors qu'il sait parfaitement qu'il les a perdues ailleurs. Et que cela est un dévoiement extraordinairement dangereux de la loi, parce que la loi, elle est faite pour mettre quelques barrières à la liberté d'expression, c'est-à-dire faire en sorte que vraiment l'antisémitisme, le racisme et l'homophobie soient condamnés. Elle n'est pas là pour mettre dans la justice des débats de société. C'est quelque chose qui est un dévoiement. Donc il fallait faire un inventaire. Ensuite, se donner les moyens de frapper durement ceux qui sont véritablement les auteurs des infractions. Quand vous pensez que on a encore eu une audience concernant Alain Soral, qui a été condamné à la prison ferme, où le procureur de la République a fait appel de cette décision, où la cour d'appel devait se prononcer pour savoir si on donnait un coup d'arrêt réel à ces dérives antisémites assumées. Et puis répétées. Et répétées. De longues années, de longues dates. Et dont c'est la motivation, c'est le mobile. Eh bien, la cour d'appel a dû interrompre son audience parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que l'un des magistrats avait participé en première instance, redonnant encore du champ à des propos qui sont véritablement, totalement illicites. Alors, revenons à l'exemple que vous citiez, alors en dehors de la personne d'Éric Zemmour, de toute façon, il faut pas focaliser, mais en quoi est-ce que des procédures vous semblent vous gêner à l'endroit d'Éric Zemmour, dont je rappelle qu'il a quand même été condamné, donc à un moment donné, une juridiction indépendante, composée de magistrats spécialisés, ont dû considérer qu'il avait dépassé la ligne rouge. En quoi cela vous gêne-t-il? D'abord, il faut être très précis. Éric Zemmour a fait l'objet de 10 procédures. 8 ont été gagnées par Éric Zemmour. La première qui était des propos tenus chez Thierry Ardisson, où il disait ne vous étonnez pas des contrôles parce que la plupart des Noirs et des Arabes sont à l'origine d'une certaine délinquance. Il a été condamné pour provocation à la discrimination et provocation à la haine. Vous le savez, il n'a pas voulu faire appel parce que sa théorie à l'époque était que ces propos-là devaient être dans le débat intellectuel, ne devaient pas être dans le débat judiciaire. Grand mal lui en a pris parce qu'il y a une évolution de la Cour de cassation, très simple. Quand on dit provocation, il faut qu'il y ait une exhortation. À l'époque où il est condamné, il n'y avait pas ce critère-là. Aujourd'hui, il y a ce critère-là. Et le simple constat, même si on peut en déduire peut-être que cela pourrait être de nature à provoquer, en tous les cas, ne contenait pas ces éléments-là. Il a été condamné. Il a eu une deuxième condamnation pour des propos prononcés chez C'est à vous, qui est une émission de France 5, et qui était à propos
des oppositions qu'il peut avoir entre un certain islam et les valeurs de la France. Cette condamnation est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'est pas encore jugée, donc en définitive, si on veut être parfaitement objectif, 10 poursuites, une condamnation, 8 relax et une procédure en cours. Ça, c'est pour faire le cadre réel de ce qui est. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important? Parce que on veut en plus, chaque fois, l'interdire d'antenne. C'est ça le but. C'est pas qu'il soit condamné à une peine d'amende, c'est qu'on l'interdise d'antenne. Alors, 2 petites questions, Maître Pardo, parce qu'on me fait signe, le temps passe. Alors, je ne veux pas focaliser sur un cas, même si vous avez tout à fait raison, il est symptomatique depuis maintenant 3-4 ans dans le paysage médiatique, intellectuel, judiciaire, franco-français. Mais est-ce que le droit de la presse concerne uniquement les personnalités? On a parlé d'hommes politiques, de femmes politiques, de personnalités des médias, des artistes, ou est-ce que tout en chacun peut être concerné? Et si oui, quelle est très rapidement et de façon concise la procédure qui peut être suivie pour faire valoir son bon droit en justice? Je vous prends un exemple simple. Imaginez un médecin en province dont il y aurait un article disant vraiment le plus mauvais des médecins, c'est celui-là. Aujourd'hui, on est dans une société de recommandation. C'est-à-dire que vous ne faites plus un choix sans qu'il soit recommandé. Vous n'allez pas dans un hôtel sans aller voir TripAdvisor, etc., ou dans un restaurant sans regarder ce qu'en pensent les autres. Donc, ça a un poids de plus en plus considérable, une influence de plus en plus considérable. Et les dégâts peuvent être beaucoup plus redoutables que pour une personnalité. Donc, il faut agir et agir vite. Pour agir vite, il faut déposer les plaintes, souvent directement devant le juge d'instruction pour que les auteurs soient mis en examen, ce qui est déjà un coup d'arrêt. La mise en examen est automatique, donc c'est pas une grande victoire, mais en tous les cas, ça donne un coup d'arrêt. Demander à ce que ça soit retiré des supports des réseaux sociaux et agir vite et fort. Le temps où on pouvait dire c'est pas grave est terminé. Regardez ce qui se passe pour tout à fait autre chose. Pour les restaurateurs, je ne parle pas de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, qui font un scandale quand ils perdent une étoile. Mais une recommandation ou une autre peut être mortelle. Et là, le droit de la presse, le droit de la communication devient fondamental. Il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer parce que c'est votre fonds de commerce qui est déterminant. Donc vous voyez, le droit de la presse ne concerne pas que les personnes, mais ça devient un droit à fort impact dans l'économie, qui est encore une fois l'économie de recommandation dans une société qui est de plus en plus une société de communication. Alors on entend souvent, parfois à tort bien évidemment, que la justice coûte cher et qu'elle est trop longue. Est-ce que dans cette branche du droit, ce secteur particulier, peut-être cette niche du droit de la presse, quelle est la durée moyenne d'un procès ? Alors, la durée moyenne d'un procès est longue, mais les mesures immédiates sont brèves. C'est-à-dire faire retirer quelque chose qui manifestement... Notamment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des techniques aujourd'hui qui sont des techniques pour qu'on fasse retirer des éléments. Sans rentrer dans les détails, je suis l'avocat de ce que l'on appelle les influenceurs. Vous savez, les influenceurs, c'est ce monde que j'ai découvert extraordinaire de jeunes gens qui gagnent des sommes hallucinantes parce qu'ils sont passés un jour dans une émission de télé-réalité qui ensuite sont suivis. Et il y a des combats mortels sur les réseaux sociaux qui sont des combats extrêmement périlleux parce que, évidemment, si un influenceur, vous allez le discréditer pour ce qu'il est en mentant sur lui, les gens vont avoir un réflexe de ne plus suivre ses recommandations. Et le fonds de commerce, pour reprendre votre expression, s'écroule. Et le fonds de commerce s'écroule. Et donc, nous avons mis en place des techniques que vous connaissez pour que les responsables des réseaux sociaux retirent très rapidement les propos lorsqu'ils sont manifestement diffamatoires ou lorsqu'ils sont manifestement injurieux. Et croyez-moi, quand vous regardez Twitter, quand vous regardez Instagram, quand vous regardez Facebook, vous ne vous étonnez pas
de la violence de ses propos. Ce sera le mot de la fin, même si je sais que vous auriez eu beaucoup de choses à dire en complément. Olivier Pardo, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes prêté comme d'habitude de façon improvisée, totalement improvisée, à ce jeu intéressant de questions-réponses. Encore une fois, avocat spécialiste en droit de la presse, inscrit au barreau de Paris. Je vous retrouve dans 15 jours. Merci à vous. Restez à l'écoute de nos programmes. Prochain rendez-vous avec Juridiquement Votre dans 15 jours. À très vite. Au revoir. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.